Je peux pas m'imaginer passer des années dans le noir, les rideaux collés au mur pour être sûr qu'il n'y ait pas de lumière. On est dans notre établissement, mais on le voit pas. Mais c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une action, on frotte les roches ensemble. Puis à un moment donné, le feu prend. Puis là, on recommence à avoir de l'espoir, puis se sentir vivant par là-dedans. Bienvenue à la série Histoire de Père sur le Light Up Podcast où on personnalise et on déstigmatise la santé mentale à chaque épisode avec un invité impliqué dans le monde de la paraidance. Tu veux en savoir plus sur ce beau métier en émergence? Visite le site web de mon partenaire Paraidance Québec, sans qui cette initiative n'aurait pas été possible. Bonne écoute! Alors, bonjour Stéphanie, bienvenue. Bonjour Tamara. Bienvenue au Light Up Podcast pour la série spéciale commanditée par Paraidance Québec. Merci d'être là, de t'ouvrir à raconter ton histoire de rétablissement, même ton histoire de contexte aussi que tu vas nous donner. Merci d'avance parce que j'en ai un petit peu eu vent de ce que tu allais nous partager. Puis ça m'a tellement émue, puis je pense que c'est ça aussi que ça va faire chez certaines personnes qui ont besoin d'entendre des messages comme ça, soit qui traversent une période difficile actuellement ou qui en ont traversé une puis se pensaient seuls à ce moment-là. Donc, ces histoires-là de rétablissement, ça fait vraiment un baume sur le cœur. Merci d'être là. Ça me fait sincèrement plaisir. C'est vraiment l'intention puis l'objectif visé de partager son histoire de rétablissement, de toucher les gens ou de susciter de l'espoir dans ce qu'ils vivent, même si c'est pas tout à fait la même chose. Souvent, on trouve des similitudes. Voilà. Oui, puis c'est un peu ça qu'on fait comme paraidant aussi. C'est un des nombreux des nombreuses intentions qu'on a comme paraidant. Tout à fait. Donc, pour commencer aujourd'hui l'épisode, comme d'habitude, la grosse question, je demande, mais qui est Stéphanie? Et je vais te répondre. Un jour dans mon parcours de rétablissement, j'ai eu une étincelle d'écrire ce que j'étais, qui j'étais. C'était vraiment un besoin viscéral. C'était un moment précis qui a ouvert une porte vers une nouvelle direction dans mon chemin de rétablissement. Puis ça a mis certaines bases pour pouvoir, après ça, construire mon rétablissement. Fait que j'ai envie de te lire ce que j'ai écrit à ce moment-là de mon rétablissement. C'est ça. Fait que j'y vais comme ça. Absolument. J'ai vraiment hâte d'entendre ça au complet pour la première fois. Donc, je vais lire. Ça ne devait pas se passer comme ça. 24 semaines, c'est même trop de bonheur. Pour toi, c'était justement la bonheur. Tu déclenches le travail et enclenches l'accouchement, sans préavis en plein après-midi. Tu es la première, ensuite, pas le choix, faut bien que je suive. Fait que me voilà. 1 livre, 4 onces, 12 pouces et quart plus tard, arrange-toi avec ça. Hey, fais pas ça! On vient du même ovule. On est une seule cellule. J'ai besoin de toi pour être entière. Si t'es pas là, j'ai pas de repère. Tiens bon, accroche-toi. Je vais te soutenir. On va se développer ensemble comme toujours. Pars pas tout de suite. On vient d'arriver. Papa nous tient dans le creux de ses mains. Tu abdiques de plus en plus. Après 14 heures de vie sur Terre, tu choisis de repartir. Tu n'étais pas certaine de rester. Tu venais juste vérifier. Tu avais si hâte de confirmer tes doutes que tu as précipité notre arrivée. L'impatience a jeté ça de toi, assurément. Bon, je vais me finir toute seule, in vitro. Maman a quand même fait une belle job dans le temps que tu y as donné. J'étais un peu fragile, frêle, très translucide, puis je manque de finition par-ci par-là. Mais le principal y est. Ils m'ont emballé comme une patate au four, puis ils m'ont souillé à l'hôpital spécialisé. Lâche pas la patate, ma grande! Les médecins ont écouté mon cœur se battre pour vivre. Ils ont appliqué le principe de précaution. Ils ont tout mis en œuvre pour sauver la vie. Prenant grand soin, toutefois, de faire des mises en garde à nos parents pour gérer leurs attentes. Parce qu'eux, ils étaient en deuil de ma sœur. Et ils ont fait des grandes mises en garde pour moi. Si elle survit celle-là, elle ne pourra probablement ni voir, ni entendre, ni marcher, ni s'exprimer correctement. Aussi, des retards mentaux et physiques sont à prévoir. Il y a un fort risque qu'elle passe sa vie alitée en institution. Bref, l'expression « ne pas avoir d'attente » s'applique totalement ici. La vie voulait vivre dans ma couveuse aquarium
qu'ils appelaient incubateur, j'ai commencé à me finir. Maman supervisait les travaux. Elle se faisait belle à chaque jour pour venir à ma rencontre. Elle a transformé sa tristesse en espoir. Elle se donnait corps et âme dans ce sauvetage, tenait un journal de bord et ses observations relatives à mon évolution ou régression, c'est selon. Après une quinzaine de jours, j'ai perdu du poids. Comment on peut dire ça d'un bébé né à 1 livre? Mais j'ai descendu en deçà de la 10 livres. Malgré les bons soins du personnel médical qui me gavait à grands coups d'eau sucrée. Prendre un petit coup, c'est agréable, mais ça brouille aussi les esprits. J'en oubliais de respirer pendant des bons mots. Mes poumons étaient toujours en fabrication. La volonté est puissante. Celle de nos parents, de nos familles, de la mienne, combinée à celle des médecins qui tentaient littéralement tout. Je te le dis, ils m'ont nourri, médicamenté, expérimenté de la tête aux pieds. Maman poursuivait son journal. C'est grâce à elle si je peux te raconter tout ça aujourd'hui. 1 mois et quelques interminables poussières plus tard, suivant ma naissance en fait, elle s'est déguisée en astronaute. Puis pour la première fois, elle a pu prendre sa fille, squelettique, puis attachée à la vie par des fils. Je pesais alors 1 livre 7 onces et demi et je respirais par moi-même. Maman et papa pouvaient souffler un peu. La veille de Noël, le médecin de garde appelle mon père pour l'informer que j'ai atteint le poids requis et la stabilité tant attendue, pour enfin dire, comme ils disent au baseball, « safe ». La veille de sa fête en janvier, maman apprend de la bouche du docteur Pelletier que j'étais le premier bébé sauvé dans cette situation au Canada. Bonne fête, maman! Non, mais j'ai-tu le sens du timing, rien qu'un peu? Je vais sortir de ma couveuse et de l'hôpital dans les jours qui suivront. Je pèse alors 5 livres 14 onces. Après avoir été baptisée, reçu l'extrême onction et rebaptisée, c'était un miracle, rien de moins pour mes parents qui sont chrétiens. Je suis sortie de la couveuse, mais je suis toujours aussi couvée. Le docteur Pelletier avait été très directif. Les parents devaient suivre des nombreuses directives pour garder la vie en vie. Mise en garde en tête, dès que possible, toute la famille s'implique pour stimuler les apprentissages auditifs, visuels, moteurs et cognitifs. Il va sans dire que maman ne dormira pas bien dans ces années-là. Les effets secondaires d'avoir eu de l'attention permanente du personnel soignant à l'hôpital pendant mes 5 premiers mois de vie, dans un incubateur, avec la lumière, 24/7. Ça te perturbe un cycle de sommeil, laisse-moi te le dire. Ils réussiront à grands coups d'espoir, d'amour, de persévérance, de discipline, d'adaptabilité, puis une volonté à toute épreuve. Les médecins et le personnel qui m'ont sauvée ont développé par la suite le département de néonatalité de l'hôpital qui ont reçu la fameuse patate au four. J'ai toujours ressenti une urgence de vivre. À 9 ans, j'ai fait mon plan de vie. Je voulais une carrière professionnelle. Je voulais travailler en administration. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Mais ça me parlait. J'avais vu quelqu'un qui travaillait là-dedans, puis j'avais aimé ce qu'elle dégageait. J'ai dit, c'est ça que je vais faire dans la vie. Je voulais aller à l'université, parce que je pensais que c'était la voie. Puis, je voulais des enfants, une maison, un chien, une auto. Puis, le tout devait se réaliser avant mes 25 ans. L'ingratitude de l'adolescence m'amenait à jouer avec les seuils de ce que je croyais invincible. J'ai commencé à brûler la chandelle par les 2 bouts. J'ai brossé tant que j'ai pu. Pour atterrir en thérapie à 15 ans. Oui, toi, ça parle! Ça me parle. J'ai atterri en thérapie, c'est ça, à la Maison Jean-Lapointe à 15 ans. Ils m'ont sauvé la vie, encore. Pour le reste, j'ai accompli mon plan intégral. J'ai donné naissance à 3 merveilleux enfants. La première pesait 9 livres et 4 onces. Qui l'eût cru? Tu m'enlèves les mots de la bouche. Jusqu'à être quadragénaire, j'ai rené le gaz dans le fond. Menant de front, travail, famille, études et j'en passe. Je pense quelques chapitres écrits à l'encre de mes veines et d'écueils qui ont un goût de poussière de craie. On y reviendra plus tard. J'ai maintenant le privilège d'être grand-maman.
Je suis la mamie de 2 merveilleux petits-enfants. Je te le dis, c'était pas dans le plan, là, c'est vrai. Mais la vie nous réserve aussi des surprises, des fois. Oh, les moteurs! Je savais pas que la garantie expirait à 45 ans, là-dessus. Jusque-là, j'avais réussi à compenser l'immaturité de mes circuits nerveux par toutes sortes de mécanismes. Complètement inconscient, mais ils fonctionnaient. Mon acuité visuelle, à l'époque où je l'écris, est comme celle d'un nouveau-né. Puis une partie de mon système nerveux manque de myéline, la gaine qui protège les nerfs, comme une aïeule de 95 ans. Et v'là dindon. C'est fameux d'être la première au Canada, mais il y a un revers considérable au niveau de la littérature médicale. Pauvres autres, ils n'ont personne à étudier. Ce qui limite grandement les développements dans le traitement des affections qui surviennent aux très grands prématurés qui ont 40 ans et plus de vie. Ça va venir, découragez-vous pas, comme disait la Bolduc, hein? Espoir, amour, persévérance, discipline, adaptabilité, volonté à toute épreuve. Check-moi bien aller, je suis prête pour ma seconde tranche de vie. Miracle. Et voilà, c'est comme ça que... Wow! Voilà. Merci tellement pour ça. J'ai eu des frissons quand tu parlais de ta mère qui venait de visiter, qui s'y mettait toute belle pour... Merci de nous partager ça, puis de l'avoir fait d'une façon tellement artistique, tellement originale aussi. C'était un gros déclencheur dans mon rétablissement de prendre conscience de qui j'étais. J'étais habituée à fonctionner par en avant. La vie avance par en avant. Moi aussi par en avant. La vie veut vivre. Oui. Et c'est ça, j'avais cette urgence de vivre-là. Donc, je prenais absolument pas conscience des limites jusqu'à pogner mon Waterloo, qu'ils disent. J'ai frappé le mur. De mon corps. Mon corps a épuisé ses ressources. Puis c'est ça qui m'a mis dans cette situation-là. Puis je devais en prendre conscience de la provenance pour laisser la santé s'installer par la suite. Fait que jusqu'à 40 ans environ, ton parcours de bébé prématuré, est-ce que tu avais pu le travailler en thérapie ou est-ce que c'était comme « Ah oui, j'étais prématurée, je m'en souviens pas, on passe à autre chose ». C'était quoi ton... Je suis prématurée, j'ai réussi à grandir puis à me développer, donc je suis plus prématurée. C'est comme ça que j'ai abordé, c'était du passé. Sans prendre conscience que c'est le même corps. J'ai le même véhicule corporel que quand je suis née. J'ai pas changé en cours de route. Fait que je peux pas ne plus être prématurée. Je veux dire, mon corps s'est développé d'une certaine façon. Donc, c'est ça. J'en tenais absolument pas compte. Absolument pas. Puis, est-ce que tu dirais que ça a été bénéfique sur certains points? Oui, parce que je me mettais pas de limites corporelles. Ben oui. Pas mettre ses limites, je dirais pas que c'est quelque chose qui est positif, mais pas focusser sur les limites potentielles, c'est quelque chose qui a été bénéfique pour moi parce que j'avais pas l'impression que je partais avec une prise dans chaque activité ou chose que je faisais. J'avais l'impression que je partais à la même égalité que tout le monde. Fait que je pouvais aspirer, tant professionnellement que maman, que dans toutes les sphères de ma vie, à la même chose que tous. C'est un parallèle intéressant avec la santé mentale aussi. Souvent, on dit, bon, le diagnostic, est-ce que c'est positif ou négatif de l'avoir? Est-ce qu'on doit s'identifier? Pas trop? Après un certain temps, est-ce qu'on doit lâcher prise de ce diagnostic-là? Tu sais, on dirait, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles intéressants avec les diagnostics de santé mentale qu'on peut avoir, puis les conversations qu'on a probablement eues dans ton cours aussi, là, dans nos cours respectifs de paraidance. Oui. Les parcours de chacun sont tellement différents, on dirait que je trouve ça intéressant, tous les parallèles qu'on voit dans ton histoire. Mais pour ramener à ton histoire de rétablissement, là, on a comme toute la fondation, on va dire, qui t'a amené à tomber sur ton parcours de rétablissement. Oui. La descente et la remontée, finalement, là, si on veut que le rétablissement, ce soit la remontée. Oui. Donc, comment tu décrirais ce parcours-là? Qu'est-ce qui a été peut-être un déclencheur pour que tu te rends compte que ça a été ta santé physique, de ce que je comprends, là? Bien, ça a été déclenché par ma santé physique, effectivement. Mais j'ai perdu tout repère en me retrouvant en situation de malvoyance, parce que c'est ce qui est arrivé,
avec des soucis de problèmes neurologiques. Tu sais, je faisais jusqu'à 28 migraines dans un mois. Je n'étais pas extrêmement fonctionnelle. Je faisais de la photophobie. Donc, je sortais plus, puis j'étais vraiment enfermée dans le noir avec des lunettes de soleil en permanence sur mes yeux et les rideaux tapés sur le mur pour être sûr qu'il n'y ait aucune lumière qui passe chez moi. Fait que j'étais comme ça pendant, je dirais, quelques années, dans les dernières années. Donc, j'étais coupée du monde extérieur et ça a eu des grosses incidences. Mais tu sais, j'avais déjà une fragilité au niveau de la santé mentale. J'avais déjà eu des diagnostics précédant cette situation-là. Diagnostics auxquels je ne m'identifiais pas, mais que je vivais les symptômes. Donc, tu sais, je dirais que depuis à peu près 2015, j'ai été diagnostiquée. OK. Mais je ne comprenais pas ce que c'était, je ne comprenais pas quoi faire avec ce diagnostic. La médecine me donnait des médicaments qui me rendaient malade. Je ne comprenais pas plus pourquoi j'étais autant malade physiquement. Mon corps rejetait la médication, mon corps processe les molécules d'une manière très particulière du fait que je suis née prématurée. OK. Ça me prend des microdoses de médication. Fait que les doses cibles puis les doses d'entrée sont déjà souvent trop fortes. Fait que les doses cibles, on peut s'imaginer que j'étais gelée tête pendant 24/7. J'avais la gueule molle, tu sais, vraiment là, comme quelqu'un qui est vraiment très, très ivre. Puis c'était ma médication de base. Bon, fait qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec ça. Fait que oui, la santé mentale est arrivée plus tôt, mais j'ai rien changé dans ma vie avec ça, là, dans le sens que... Ouais, j'ai rien changé à cette époque-là. Okay. C'était pas nécessairement une bonne idée, là, mais j'ai rien changé là. On va rentrer plus tard dans ce qu'on aurait fait avoir su, mais ouais, là, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe, puis on sait pas tant qu'on sait pas. Il faut passer par notre expérience, puis la tienne est incroyablement unique aussi. Là. Je peux pas m'imaginer passer des années dans le noir, les rideaux collés au mur pour être sûr qu'il n'y ait pas de lumière. Ça, comme expérience en soi, comment tu vis? Puis comment tu le vis? Tu restes dans ta maison tout le temps? Oui. Donc, ça prend quelqu'un qui va faire l'épicerie. C'est logistiquement, en fait. Logistiquement, c'est ça. Je suis partie j'ai une carrière, j'ai une voiture, j'ai ma fille, une semaine, ma plus jeune, une semaine sur 2 en garde partagée, qui va à l'école, elle, puis qui vit, hein? Oui, c'est ça. Puis là, le médecin m'a dit, mais tu peux plus faire ton emploi, tu pourras plus faire ton emploi, c'est terminé. Tu peux plus conduire de voiture, c'est terminé. Comment tu es venue ici? C'est parce que je t'ai venue avec ma voiture. Tu t'es venue ici comment? C'est ça, c'est terminé. Donc, ça a changé énormément ma vie. Et là, il fallait que je m'adapte à ça. Puis là, une semaine sur 2, il fallait que je m'assure d'avoir assez d'épicerie pour ma fille. Manger était très compliqué parce que en migraine, puis avec des problèmes de vision comme ça, j'avais des nausées. Mais comme toujours, là, j'étais étourdie en permanence, comme si j'étais sur un bateau, mais un bateau avec le mal de mer, tout le temps. Puis il y a de la houle. Fait que c'était ça, ma vie. Fait que c'est difficile d'expliquer aux gens. Les gens ne comprennent pas nécessairement parce que, tout comme les troubles de santé mentale, ça paraît pas. Ça paraît pas que mes yeux ne voient pas ce que tout le monde voit. Puis je suis pas aveugle avec une canne, tu sais. Fait que oui, j'avais une canne pour me déplacer, mais c'est parce que je tanguais. Tu sais, je marchais, j'avais la difficulté à marcher, c'était pour m'appuyer, mais c'était pas une canne de malvoyant. Fait que comment expliquer aux gens que t'as pas changé, mais ta perception de la vie est complètement différente, puis ton autonomie en prend un sérieux coup. Tantôt, quand je disais que je vivais comme une aïeule de 95 ans, c'était littéralement le cas, là. Il y a des moments où j'étais en marchette dans mon appartement. C'est petit chez nous, là. Mais juste pour être sûre de ne pas tomber, parce que la canne, elle peut te faire dévier, tandis que la marchette, c'était plus stable. Tu sais, c'était vraiment ça. Donc, tout comme les troubles de santé mentale, ça paraît pas. Fait que c'est difficile
pour les gens autour de comprendre ce qu'on vit. Puis c'est ça, il faut faire livrer l'épicerie. C'est tout un autre système d'adaptation auquel on n'est pas habitué de vivre avec ça. Quand on n'est pas rendu là, je ne sais pas si dans le parcours de vie, à un moment donné, on se voit décélérer, on se voit décliner. Moi, j'ai rien vu, là. Ils ont opéré mon œil pour essayer de me redonner. Cet œil-là était vraiment pas bon, le gauche, puis ils ont essayé de lui redonner, fait que le mettre comme bien centré pour me permettre de reprendre puis d'aller mieux. Puis suite à l'opération, ça l'a complètement chiré, là. Tu sais, ça a parti de... Ça doit être 3 semaines d'invalidité à... Ça faisait 3 ans, là. Fait que, comment on... C'est ça. Ce qui m'amène à l'autre partie de la question, comment tu le vis, dans le sens, qu'est-ce que ça fait en dedans de vivre comme ça, dans le noir, d'être dans l'incertitude 3 semaines? J'imagine qu'ils n'ont pas dit tout de suite 3 ans, finalement. Ils ont dit, 1 mois, un autre mois. On va voir. Puis à un moment donné, on est juste dans l'incertitude totale, parce que non seulement tu étais dans le noir physiquement, tu étais dans le noir, dans le brouillard, là. Totalement, oui. Je trouvais pas de repères. J'étais comme à la dérive. Puis les médecins, tantôt, quand je disais... la littérature n'est pas rendue là, c'est qu'ils ne trouvaient pas. Ils me faisaient passer des tests, mais ils ne trouvaient pas. Ils étaient pas capables d'émettre un diagnostic. Ils ne comprenaient pas. Eux ne comprennent pas, moi je ne comprends pas. J'arrivais pas à me définir de nouvelles bases pour me mettre un pied solide, puis OK, j'ai ça. Tu sais, quand on a un diagnostic, là, on est capable un peu de voir les symptômes, puis comme, en tout cas, ma perception, quand j'ai un diagnostic, je suis capable de savoir quoi faire avec. Là, je ne savais pas. Puis eux non plus. Mm-hmm. Donc, fait comment on vit? On cherche, on fait beaucoup de recherches. À partir du moment où j'ai accepté qu'il n'y avait pas de réponse, parce que moi, j'entendais des limitations fonctionnelles. J'ai travaillé en invalidité, moi. Je me disais, quelqu'un qui est en invalidité un jour, puis qui a perdu un sens ou qui a perdu une fonction, il a des limitations fonctionnelles pour retourner dans ses occupations. Fait que, tu sais, voici, c'est un document médical qui dit voici, à partir de maintenant, pour faire ce que tu faisais avant, tu as besoin de telle adaptation. Ouais. Moi, je m'attendais à ce que les médecins me donnent mes limitations fonctionnelles. Fait que j'attendais mes limitations fonctionnelles. Vous allez me dire ce que je ne peux plus faire à partir de maintenant avec ma condition. Vous devez savoir ça. Mais non, ils ne savaient pas ça. Je dis, bon, mais il va falloir que je les définisse toute seule. Fait que c'est ça. Fait que comment je l'ai vécu, c'est que j'ai attendu longtemps. J'ai été longtemps dans l'attente de l'extérieur pour, à un moment donné, à partir d'ici, me rendre compte que je pouvais faire quelque chose à partir de ce que je savais. Je savais quand même quelques informations. Puis partir ça de l'intérieur. Okay. Et ce que j'ai écrit, ça a été la base de « OK, tu t'es déjà construit. Tu as déjà fini ta construction. Tu es capable. » Ils t'ont pas expliqué tes limitations fonctionnelles quand tu es né, là. Tu l'as fait. Fait que, just do it. Recommence puis fais-le. Les enfants, c'est beau, hein? Tout est possible. Puis oui, là, c'est ça. Tu peux retourner dans ce monde-là où, OK, tout est possible, ça part de l'intérieur. Oui. En écrivant ce que tu nous as lu. Oui, exactement. C'est ça qui m'a permis d'ouvrir cette porte-là, la première étape de ce rétablissement-là, d'acceptation, puis d'accepter que ça va prendre de l'adaptabilité tout le long en cours de route. Ouais. Accepter que je ne sais pas tout avant de partir. Puis que moi, qui avais toujours fonctionné avec un plan, on se rappelle qu'à 9 ans, j'ai fait mon plan de vie. Mm-hmm. À 25, c'était réglé. Oui. J'ai toujours fonctionné avec des plans. Je détermine ce que je veux. Ouais. Je me fixe un objectif. Je coupe ça en bouchées. Je prends une bouchée à la fois. C'est comme un azimut. Puis je m'ajuste, mais pas tant. Je n'étais pas extrêmement flexible comme personne. On pense toujours qu'on l'est, là. Oui, mais jusqu'à temps qu'on se rende avec beaucoup compte. d'humilité, là, je l'étais pas tant. Quand c'était par là, puis c'était pas là. Puis j'allais pas faire un détour, tu sais. C'est ça. Fait que j'ai décidé que j'allais, à partir de maintenant, devoir voir les choses différemment. J'ai vraiment décidé. C'est un choix. C'est un choix. C'est important que je dise que c'est une décision parce que c'est pas le fruit du hasard, c'est pas imposé par quelqu'un. C'est une décision qui est venue de moi, de dire j'accepte maintenant que j'aurai à m'adapter aux conditions
lorsqu'elles vont se présenter, mais j'ai un travail à faire, c'est celui de miser sur ma santé. Parce que je savais pas, tu sais, quelqu'un qui reçoit un diagnostic de cancer, il se bat contre le cancer. Disons, c'est un combat. J'avais pas de diagnostic précis. Il était toujours en train de chercher, l'autre, là. Puis, je me sentais pas en combat avec quelque chose. Je me sentais dans le brouillard, dans la noirceur, mais pas en combat. Je savais pas comment me battre, mais j'étais une combattante. Je m'étais toujours définie comme étant une combattante, mais là, je savais même pas contre quoi me battre. Fait que je savais pas. Je savais pas. Donc, j'ai décidé de miser sur la santé. Comment je peux... Tu sais, Leonard Cohen dit « There is a crack in everything. That's how the light gets in. » Oui. Bien, la crack, ça a été ma santé. J'ai laissé la santé entrer en moi. Puis ça a été ça mon... Tu sais, on a un why, une flamme de pourquoi à l'intérieur. Ouais. C'était ça, mon allumeur. La santé, la lumière de la santé entrée par toutes sortes de moyens. L'alimentation, changer mon alimentation, adapter mon alimentation à ma nouvelle réalité. Parce que j'ai eu toutes sortes d'autres problèmes de santé qui se sont greffés au fait que je ne bougeais pas puis que j'étais à l'intérieur. Donc, changer mon alimentation. Faire des protocoles d'exercice avec des physiothérapeutes. Okay. J'avais 4 physiothérapeutes qui travaillaient avec moi. J'étais bien équipée. Puis, c'est des gens merveilleux qui m'envoyaient des... on faisait ça par téléphone parce que je ne pouvais pas me déplacer. Fait qu'ils m'expliquaient quoi faire. J'ai fait du vélo stationnaire à bras parce que je ne pouvais pas utiliser ma jambe. Donc, pour faire battre mon cœur plus fort, c'est pour faire du cardio parce que j'en avais besoin. Bien, j'ai fait du vélo stationnaire. Tu sais, je m'adaptais de toutes sortes de façons. Donc, inclure de l'exercice à tous les jours, une routine, une discipline. J'ai comme mis ça très... C'était ma priorité. Ouais. De retrouver la santé. Plutôt que de combattre une maladie. Puis c'est la même chose pour la santé mentale. Retrouver la santé une étape à la fois. Trouver ce qui me faisait du bien. J'ai été hospitalisée en santé mentale, en psychiatrie, puis un des outils, c'était d'identifier nos drapeaux rouges. Puis de les mettre en ordre tu sais, premier drapeau, tu sais, il est rose pâle, mettons, puis jusqu'au rouge foncé. Nos signaux /symptômes de « je vais pas bien ». Ouais. Puis, de trouver des mécanismes pour répondre à ça. Donc, j'avais déjà fait ce travail-là. Moi, j'utilisais ça dans ma vie quotidienne. J'étais toujours en train de... Mais pas toujours, mais j'étais souvent en train de réviser. Puis, je suis une personne qui s'auto-analyse beaucoup. Ouais. Donc, je vérifiais souvent si j'étais... Puis là, ben, je voyais bien que mes signaux étaient... Fait que là, je disais, OK, il faut les remonter. Il faut que je refasse le processus inverse parce que je déclinais, là. Donc, les identifier, trouver les bons mécanismes. Puis dans mes mécanismes, c'est ça, il y a l'exercice physique, la discipline, parce que moi, j'aimais beaucoup lire. Donc là, les audiobooks. Ouais. J'ai découvert Audible. Oui. Fantastique. Merveilleux. Je recevais des badges d'écouteurs comme vous avez écouté tant d'heures cette semaine. Oui, mon ami. Je fais ça dans la vie, moi, j'écoute des livres. Et je me suis mis à la musique. Je pouvais pas lire la musique, mais je pouvais jouer comme à l'oreille, puis je pouvais y aller. Fait que mon conjoint m'a acheté un piano. Il est arrivé avec un piano à mon anniversaire. Il fait « Écoute, t'as besoin de ça dans ta vie, toi? » Fait que je ne pouvais plus regarder la télé. Plein de choses qui se font plus, là. Fait qu'il faut que tu y ailles avec ce qui se peut. Puis focusser sur ce qui se peut. Une petite chose, des fois, là, c'est 2 minutes de piano, ça faisait ma journée, là. C'était juste ça que j'avais été capable de faire dans ma journée. Mais c'était ma réalisation du jour, d'avoir une victoire. Puis même si c'est 2 minutes de victoire, c'est 2 minutes de victoire. C'est une grosse victoire quand tu n'as pas de jus puis tu n'as pas de capacité. C'est ça qui est aussi une adaptation de go, 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 j'atteins tout ce que je décide que j'atteins à célébrer 2 minutes de piano. Oui.
Mal joué. Mal joué. Oui, c'est ça. On n'est même pas dans la performance, on est dans juste j'ai fait quelque chose qui m'a fait du bien. J'ai fait quelque chose qui m'a procuré un plaisir. Fait qu'on cumule les plaisirs. Certains parlent de gratitude. À tous les soirs, on regarde les gratitudes. C'était des bons coups. J'étais suivie aussi avec une psychologue merveilleuse, extraordinaire et flexible qui me permettait de faire des rendez-vous. La pandémie a créé ça aussi, qu'on puisse faire des rendez-vous au téléphone. Oui. Parce que là, moi, je me déplaçais, c'était tout un défi. Fait que c'est ça. Puis elle m'a donné tellement des bons outils extraordinaires comme... moi, j'ai un diagnostic de choc post-traumatique complexe. Je ne sais pas trop état de choc post-traumatique, en tout cas, quelque chose qui ressemble à ça. Comme je te disais, je n'ai pas tant focusé sur le diagnostic, mais ça vient avec des symptômes qui sont très dérangeants dans la vie quotidienne. Et lorsqu'on se sent vulnérable, donc au moment où j'ai perdu la vue, j'étais dans un état de très grande vulnérabilité. Okay. Là, les symptômes de troubles de santé mentale ont exacerbé. C'est-à-dire que là, les flashbacks reviennent, les cauchemars reviennent. Puis là, t'es dans des moments où tu perds la notion de contact avec la réalité. Ça a tombé un peu dans les mêmes moments où les symptômes se sont exacerbés et quand tu as perdu la vue finalement, puis que tu as dû rester dans le noir. C'était en même temps. En fait, un accomplissement, c'est quoi? On ne sait pas. Fait que c'est ça, c'est une grande reconstruction. Puis c'est vrai, on est en train de le faire. Tu as tout à fait raison, mais on s'en rend tellement pas compte. Non, on pense qu'on est en train de s'empirer, en fait, là, parce que d'un jour à l'autre, il y a une journée, hop, ça va mieux, et le lendemain, ça va pire que les 3 dernières semaines. Oui. C'est pas linéaire, c'est un processus qui est long, ardu, puis, tu sais, moi, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est, au final, qu'est-ce qui t'a permis d'être ici avec nous? On a une grosse lumière en avant de nous autres. J'ai pas de lunettes de soleil. C'est ça, oui. Est-ce que tu dirais que c'est l'accumulation de toutes les bonnes petites habitudes, l'ajustement de la médication? T'sais, ça a été quoi, toi, ta recette? Si on peut dire qu'il y a une recette. Plein de choses. C'est très personnel, ce que je vais vous dire, mais ça s'applique à plein de personnes aussi. Oui, il y a la médication, des neurologues extraordinaires qui ont joué dans ça, qui ont été des facteurs de prise en charge, qui ont essayé des choses. Moi, je suis toujours willing à tout essayer. Fait que tu veux essayer de quoi? Ouais, go, 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 go. Donc, essayer de la médication. Mon ophtalmo qui est extraordinaire aussi, qui me suit. T'sais, tous mes médecins, toute l'équipe médicale qui m'entoure, tant au niveau psychologique que physique, parce que c'est un tout, sont tous extraordinaires. Fait, donc, oui, il y a le soutien de tout le médical. S'entourer, puis pas avoir peur de poser des questions, puis c'est ça. Donc, la médication qui s'est mise à faire effet, parce que ça peut être rapide, mais ça peut être long. Dans mon cas, ça a pris un bon 9 mois à peu près à faire effet cette médication-là, mais tu sais, j'en prenais depuis, ça fait 3 ans, là, que à tous les 3 mois, on change de médoc, là. OK. C'est ça. C'est un processus. C'est un processus, parce qu'il faut faire les sevrages des médocs qu'on vient de... Ça, c'est sportif. Donc, la médication. Le Qigong. J'ai eu le privilège et l'immense bonheur de participer à une formation de Qigong thérapeutique. Formation qui est toujours en cours, là, ça dure très longtemps. Puis beaucoup de pratiques. J'ai rencontré des thérapeutes de Qigong, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, en tout cas. C'est des gens qui sont acupuncteurs à la base, mais qui font aussi du Qigong thérapeutique et qui m'ont fait des traitements, puis qui m'ont permis de croire que c'était possible de traiter des immenses migraines qui me clouaient au lit, littéralement, pendant 4 jours. Puis je prenais tellement de médication pour m'en sortir, puis j'essayais de pas aller à l'hôpital, mais parce que je prenais énormément de médication. Puis le traitement que cette personne-là m'a fait a fait partir de ma migraine en moins de 10 minutes.
Je fais « Wow! On vient d'avoir une révélation ici, là! » Oui, ça vaut la peine d'essayer des choses. On va essayer, on va essayer. Puis après, de me rendre compte que par des respirations, des exercices, beaucoup de méditation. Ça, j'avais commencé dès le début de mon arrêt de travail à méditer parce que là, la tête n'arrête pas. Là. Oui. Fait que méditer, respirer, mais j'en faisais avant, mais là, j'ai intensifié. Je me dis, j'ai rien à faire, on va méditer. Puis faire du yoga des yeux. Ça peut avoir l'air ridicule, là, mais ça m'aidait parce que une partie de ma malvoyance venait du fait que je fais de l'ostéopsie. OK. Fait que les choses se promènent comme ça, en continu. OK. C'est fatigant. Oui, je peux m'imaginer. C'est agressant. Wow. Puis mes orbites de yeux cognent dans ma tête, au même rythme que ça. Puis ça peut partir, j'ai les deux yeux fermés, là, il se passe rien, là, mais ça calme pas. Okay. Fait que tu sais, j'ai eu l'aide du Centre de réadaptation en déficience visuelle, qui m'ont fait des lunettes filtres spécifiques, qui calmaient ça. Je mettais les lunettes, c'est comme, OK, on enlève une couche de pression ici, là, on calme le gros nerf. Fait que c'est ça, du Qigong, de l'acupuncture. L'acupuncture, moi, j'ai pas eu le privilège. Bien, je l'ai essayé lors du colloque où on s'est rencontrés, le colloque de la QRP. Il y avait une présentation sur l'acupuncture et principalement sur la technique NADA. Et j'ai eu l'occasion, le privilège de pouvoir essayer cette technique-là. Cette technique-là, c'est de l'auriculothérapie. C'est 5 aiguilles qu'ils mettent dans chaque oreille. Et ça permet de calmer le système nerveux. Ça permet toutes sortes de choses, entre autres calmer des rages de dépendance. Quelqu'un qui est dépendant, je sais pas moi, à la cocaïne, ça peut calmer un manque pour toutes les dépendances. Calmer quelqu'un qui est dans un high en trouble mental, de permettre de redevenir un peu plus sur une base qu'on essaye d'atteindre. La vulnérabilité crée une exacerbation des symptômes. Donc, la perte de la vue, la perte de mon autonomie, la perte de mon, je dirais, identité professionnelle, sociale, que je devais redéfinir, mais que je ne savais pas comment. Ouais. Ça m'a mis dans un grand état de vulnérabilité face à moi et au monde extérieur. Je trouvais plus de rôle, je trouvais plus de... Tu sais, on est souvent les acteurs de notre vie, mais là, moi, je trouvais plus mes rôles, là. Je les connaissais par cœur, je savais qui j'étais totalement, mais là, j'en avais plus. Retour à la page blanche. Oui, retour à la page blanche. Je devais réécrire un nouveau scénario dans la pièce de théâtre que je vis, et je savais pas quoi écrire. Puis c'est pas comme si on partait d'une page blanche où on est énergisé, on est comme prêt à mettre les efforts, puis on va créer un beau jardin, puis je sais pas, je change les métaphores, mais on est à notre plus bas, là. Oui. Puis on se rend compte que ce qui marchait avant, ça marche plus. Exactement. Si c'est pas ça, c'est quoi? Exactement. Fait que c'est une série de deuil, mais tu sais, de deuil, mais pas vers quelque chose de connu. C'est une série de deuil vers, on sait pas si ça va être mieux ou pire ou quoi. On se dit pas vraiment que ça... En tout cas, dans mon cas, je veux pas parler pour toi, mais moi, j'avais de la misère à me voir dans 6 mois. Tu sais, j'avais de la misère à savoir comment j'allais sortir de ça. Moi, c'était un épuisement professionnel, 2 histoires. C'est ça que je trouve intéressant aussi dans nos entrevues ici, c'est que les histoires sont complètement différentes, mais ce qu'on vit en dedans, il y a tellement de parallèles à faire, comme j'étais go, j'avais des plans, des objectifs, je performais à telle vitesse, puis après ça, ben tout arrête, je me réévalue, je me reconstruis, alors que j'ai très peu d'énergie, donc un petit pas à la fois, comme tu parles de célébrer les petites victoires, quand d'habitude une victoire pour toi c'était de, je sais pas, faire une grosse présentation devant X personnes au travail, là, il faut que ça soit d'aller prendre une marche. Tu sais? Tout à fait. Faut être capable d'être content de ça. Tu sais, il y a comme cette partie-là de genre, je voudrais célébrer, mais en même temps, je me sens coupable de ne pas pouvoir faire plus, j'ai honte, toutes ces... Tu sais, on passe par des couches et des couches et des couches de sentiments, d'émotions qui nous traversent, puis ça, on est comme tellement là-dedans que de s'imaginer se reconstruire, on le sait pas, mais on est en train de le faire. Tu as tellement raison. Oui, chaque petit pas est en train de nous reconstruire, mais
Tu sais, en parrainance, on parle de la théorie des PPPP, plus petits pas possible. Oui. On les fait à travers tout ça. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. Puis quand on est des personnes qui se fixent des objectifs, puis qui ont ce tempérament-là, puis moi, je dirais que je faisais de l'anxiété de performance, donc il fallait... J'en fais encore. Moi aussi. C'est pas réglé encore tout à fait. C'était quoi ce bout-là? Qu'il faut que les choses se passent comme c'est supposé de se passer, soit comment moi je l'ai déterminé ou comment des personnes ou des facteurs externes le déterminent. Ouais. Ben là, c'est quoi mes repères pour dire, OK, j'ai une étape de fait? On les connaît pas, on connaît pas la gradation, la nouvelle gradation. C'est quoi? C'est des techniques complémentaires de traitement. Ça dit pas, mets toute ta médication de côté, ce n'est pas ça. C'est que c'est un ensemble. Quand je disais tantôt de laisser la santé entrer par la mini-craque, c'est d'accepter qu'il y a une craque dans notre santé, dans notre parcours ou dans je ne sais pas quoi. Là, dans notre système holistique que nous sommes. Là. Oui, c'est ça, dans notre, c'est ça, 360, là, nous sommes une globalité. Là. Oui. Bien, d'accepter qu'il y a une craque là-dedans, puis que c'est par là que la lumière entre, donc la santé entre, que l'énergie nourricière entre en nous. Puis, il faut contribuer à ça, mais pour contribuer à ça, c'est pas une chose. Autant nous sommes holistiques, qu'on est complet et complexe, autant ça prend des traitements complets et complexes pour traiter ça. Fait que c'est pas juste la médication, c'est pas juste l'acupuncture, c'est pas juste le qigong, c'est pas juste le mode de vie, la routine, tu sais. Il faut que je continue à méditer, à avoir une routine plate, parce que faut que je sois très, très bas beige, là, tu sais. Ouais. C'est ça, ben beige, mais je peux me permettre des petits apartés ici et là, mais en gros, une routine très, très... Puis cette routine-là, quand on est pas bien, on n'est pas capable de l'imaginer, là. Parce que se lever de son lit puis se rendre au divan, c'est un exploit. C'est ça. Donc, de penser, de se mettre une routine. Moi, je prenais ma liste que je voulais faire. Tous les jours, je me fais une liste de ce que je veux faire. Je la coupe en deux. Je reprends ce qui reste, je recoupe en deux. Puis c'était ça, je recoupais. Puis il restait une chose. OK, on va la mettre pas trop longue. 15 minutes, coupée en 3 tronçons de 5 minutes. Mais comme ça, on gagne, puis on gagne en confiance. Puis c'est intéressant aussi que tu mentionnes ça parce que, ben, j'en parle souvent que dans nos exigences élevées ou notre anxiété de performance, et les gens qui ont ces tendances-là, on va vouloir performer dans notre établissement. Oui. Donc, on va clencher ça en rétablissement, nous autres. Moi, oui, c'est ça. Je vais battre des records. Ma dépression va être partie dans 3 semaines. Réglé, check. Dépression partie, check. Parfait. Une affaire de fête. Bon, prochaine affaire. Ouais, next. Mais on peut pas appliquer cette mentalité-là, heureusement ou malheureusement. En fait, c'est ça qu'on a à apprendre, c'est de lâcher prise, d'avoir confiance, tout ça qui est pas le contrôle et de décider comment ça va se passer, notre chemin, qu'est-ce qu'on a décidé que ça allait être. Donc, je trouve ça intéressant que tu mentionnes ça, que comme là, j'ai une routine, mais t'as pas commencé par ça pour te rétablir. Au départ, ça a été le plus petit pas possible. Oui. À coup de plus petit pas possible, oui. On se retrouve avec quelqu'un qui a l'air... t'as l'air super bien, t'as l'air épanoui. C'est sûr que tu viens de passer 2 jours à Métis, là, ouais, en Gaspésie. C'est tellement bien sur le bord du fleuve, sur le bord de la mer. Oh. Je sais pas, ouais, c'est ça, je sais pas si j'ai la version stressée, mais ça reste que c'est ici. Ouais. On a la lumière, comme je disais, là. T'as pas besoin de lunettes ou de quoi que ce soit pour être ici, puis tu t'exprimes super bien, puis t'es présente avec moi. Tu sais, je veux dire, ça a dû être des années de plus petits pas possible. Oui, bien même juste en juillet l'an dernier, j'ai travaillé au-dessus de 6 mois à m'entraîner. Entraîner, c'est-à-dire faire de la physio, faire mes exercices de physio. Mais faire mes exercices de physio, ça me fait me prendre 2 heures dans une journée de temps. Okay. Mais c'était 15 minutes d'exercice. OK, on comprend que je comprends. Ça prenait toute la place dans ma vie, ça, là. Les exercices, l'alimentation, tout gérer ce que je mange parce que j'avais une problématique au niveau sanguin. Et puis, j'avais des soucis au niveau de l'alimentation. Ben, pas des soucis, mais des éléments certains aliments qui influençaient ça, fait que je devais... en tout cas,
je devais pas, mais j'ai décidé de traquer ce que je mangeais, tout faire OK. un journal alimentaire. Parce que dans mes troubles de santé mentale, j'ai aussi un souci au niveau de l'alimentation. On n'en parle pas tant, mais... puis lorsqu'on est en migraine, puis dans un statut migraineux, puis qu'on vomit tout le temps, manger, ça ne me le tente pas. Fait que, puis moi, mon souci alimentaire, c'est au niveau de l'anorexie puis de la boulimie. Fait que pas manger, c'est très bien dans ma conception. Fait que c'est venu comme exacerber ça, le fait que je mangeais pas puis que je contrôlais. Fait que là, de faire le contraire, puis il fallait que je mette assez d'aliments dans mon corps pour permettre à mon corps de se nourrir. Puis mon objectif était d'aller au mariage de mon cousin qui est à Montréal. Donc, il fallait que je fasse de la route. Mais moi, je n'étais pas capable de faire plus que 5 minutes de route. J'étais malade, même avec des gravoles. OK. C'était impossible. Ça tournait tellement, là, il fallait que je sorte de la voiture. Ça ne le faisait pas, là. Fait que là, aller à Montréal, c'était tout qu'un périple. Fait que j'ai travaillé plusieurs mois pour ça. Puis maintenant, je suis ici. C'est plus loin que d'aller à Montréal, d'être ici. Puis je me suis pas posé la question. C'est ça. J'ai fait ça. C'était naturel et c'est surprenant quand on se met à aller bien, où est-ce qu'on retrouve nos repères, puis on est capable d'avancer sur les roches qui étaient déjà pavées, de se remettre là. C'est ça, mais tu sais, il y a un an, mon gros défi, c'était ça, puis j'étais tellement fière d'avoir réussi d'aller au mariage de mon cousin. J'ai travaillé tellement fort, mais c'est ça. Ben, bravo. Bravo, puis je pense que ça souligne l'importance aussi d'avoir une vision, un objectif, quelque chose. Ça peut être petit, ça peut être gros, mais ça peut être tant qu'on a comme une boussole, un nord, quelque chose qu'on veut atteindre, puis qu'on puisse être patient avec notre processus. Oui. Mais ça donne une motivation incroyable. Oui, puis accepter que je monte une marche, j'en redescends en 4, il va falloir que je les remonte. Mais je les connais. Je vais les remonter. Je suis capable. Mais ça va prendre du temps. Mais, tu sais, on vit beaucoup de frustration à plein de moments. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, au final, tu es ici. Mais c'est pas au final. Non, c'est vrai. C'est un... Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je suis ici. Un parcours de rétablissement, c'est jamais terminé. Je dois continuer toujours à être vigilante, à garder l'étincelle allumée, comme ça, parce que si je peux pas laisser ça s'éteindre, faut que ça vive. Il faut que l'intérieur vive autant que l'extérieur. Fait que je suis heureuse que ça le projette, mais je suis d'autant plus heureuse que mon intérieur est exactement ce que je dois projeter, ou ce que tu me disais tout à l'heure. Oui. C'est ça l'important, c'est qu'en dedans, je me sens bien, puis je ne me questionnais pas avant sur en dedans. Je ne ressentais rien. J'ai été pendant plus de 20 ans complètement coupée. Ma vie se passait ici, là, à peu près dans sur un pied de haut. Moi, ça se passait là. Je ne sentais pas d'émotion. Fait que quand ça connecte, t'attaches tout ça avec de la broche. Tu sais pas quoi faire avec ça. C'est ça. Ouais. Fait que maintenant, l'énergie voyage dans mon corps. Je la sens, ce qui est extraordinaire. Puis quand une émotion passe, mais chaque émotion a un message à me livrer, puis je l'écoute. Être dans l'accueil. Oui. C'est pas toujours confortable. Non. Bien, tantôt, je te parlais d'une psychologue qui a joué un rôle clé. Elle me parlait de l'ABCD. OK. Ça, c'est un de tes outils. Un de mes outils. Accueil. A, accueil. B pour bienveillance. C pour confiance en nos capacités. Puis D pour douceur. Oh! Puis cet ABCD-là m'a tellement aidée dans plein de situations. Il m'aide toujours dans plein de situations. Parce qu'aborder la vie avec douceur, bien, c'est plus doux. C'est plus doux. Exactement. Accueil, bienveillance, confiance, douceur. C'est drôle parce que je te disais que j'avais emmené la petite... cette pierre-là qui signifie la douceur, puis c'est venu de moi, puis je savais pas que c'était un élément important dans ton parcours. C'est un élément clé. C'est un élément clé parce que je m'accordais pas ça. Moi, de la douceur, c'est... Je performe. C'est pas doux performer nécessairement. Non. Puis, tu sais, je suis de l'école de... Tu sais, no pain, no gain. Oui! Excusez-moi l'anglicisme, là, mais il y aura ça, tu sais, il faut que ça fasse mal pour que ça soit... Tu sais, qu'il y ait une valeur au... Mériter son repos. C'est ça. Oui, c'est ça. Je mérite pas. Non, pas encore. Faut que j'en fasse encore plus, puis je mériterai après.
étape-là, tout ça ne tient pas, ne tient plus. Fait que c'est pour ça qu'il faut redéfinir. Ouais. Puis accepter d'aller... un autre outil qu'elle m'a donné, c'est d'aller dans une... On s'imagine qu'on est dans un bateau, sur la mer. On voit pas de terre, fait que c'est complètement... On n'a pas de point, de repère. Et il y a une méga tempête. De rester sur le pont, ça va être houleux et difficile. Des fois, il faut descendre dans la cale pour se protéger. Et accepter de descendre dans la cale et de ne pas rester sur le pont, c'est très demandant pour quelqu'un qui veut performer, contrôler. Moi. Donc, accepter ma vulnérabilité puis descendre. Attendre que... Tu sais, l'accueil de l'émotion, pour moi, c'est descendre dans la cale puis attendre que la mer se calme. Parce que j'ai pas de contrôle sur elle. Puis si j'essaie d'avoir du contrôle sur ma direction de navire, ça ne fonctionne pas non plus. Fait qu'il faut que j'attende que la mer, donc l'environnement, la situation, peu importe ce que c'est, me donne l'opportunité de revenir, puis de reprendre la direction que je me suis donnée, mais à partir de où je suis rendue, parce que souvent les situations vont transformer notre... Tu sais, on pouvait être par là, mais on va se ramasser là. Ben c'est ça, fait qu'apprendre. Donc, accueillir, pour moi, c'est ça. C'est une belle métaphore qu'on a utilisée à la QRP où on s'est rencontrés. Donc, c'était un colloque en mai 2024. Puis, on s'est rencontrés là, justement, à la présentation à laquelle toi, tu as participé, en fait. Oui, c'est vrai. La mienne, moi, je présentais, c'était justement, on utilisait beaucoup cette métaphore-là. Oui, Marie-Claude, que tu as rencontrée, puis qui a passé aussi sur ce podcast. On a fait une visualisation qui impliquait cette métaphore-là. Puis vraiment, tu sais, c'est ça, on rentre dans la cale du bateau, puis on sait pas, est-ce qu'on va foncer dans des roches? Est-ce qu'on va, tu sais, peut-être, mais ça sert à rien d'être sur le dessus, puis d'essayer de se battre, puis de mourir d'hypothermie avec la pluie la pluie battante. Oui. Donc, je trouve ça vraiment beau que tu ramènes ça aussi. Puis c'était ça que ta psychologue t'avait proposé avec l'ABCD. Ça a été deux des outils, des perspectives. Oui, ça a été vraiment des outils précieux parce que dans mes symptômes à moi, j'ai des flashbacks. Puis quand il y a des flashbacks, je perds contact avec la réalité. Puis je peux me retrouver comme, je mets des guillemets, là, paralysée. Je freeze. Puis là, la situation, là, je suis pas en train de me faire attaquer par un lion, là. C'est pour n'importe qui. Parce que un des symptômes, c'est que ça vient avec moi j'appelle ça des pitons, là. C'est que ça active des flashbacks ou ça active des symptômes. Quelqu'un va me dire quelque chose qui peut paraître absolument banal. Je vais entendre un son. Je vais entendre une porte fermée. Une porte d'auto. Ouais. Puis moi, je peux être partie, là. Oui. Là, je suis plus là du tout, là. Fait qu'il y a des choses qui sont banales de la vie quotidienne, mais qui, moi, dans ce que j'ai à vivre comme défi, ça me met dans un état pas possible. Puis il faut que je revienne à la réalité. Puis ça, mais ça me prenait beaucoup de temps. Je pouvais passer beaucoup de jours, pas de jours, mais d'heures absentes, comme. Ouais. À me battre dans des démons intérieurs, puis je suis pas là. Je suis plus là, mais je suis en train de me battre à l'intérieur comme... Puis je suis terrorisée, là, puis je fais de l'anxiété comme c'est pas possible, puis je suis convaincue que je suis dans un état de survie. Je tombe complètement en état de survie pour une porte, je rappelle une porte de char qui vient de se fermer, là. Donc, fallait que je trouve des moyens de vivre mon quotidien sans freezer comme ça à tout bout de champ, puis d'avoir une vie, hein, parce qu'en paraidance, on parle beaucoup de retrouver une vie, puis d'être actif au sein de sa communauté, puis ça fait partie de ça. Moi, je suis enfermée chez moi. Il faut que je retrouve une vie dans ma communauté, vivre avec les gens. Donc, avec ces symptômes-là de santé mentale, d'aller dans la cale de bateau me permettait un safe place, une place en sécurité à l'intérieur de la cale de bateau, mais qui est à l'intérieur de moi. Puis, une des techniques qui est utilisée pour traiter ce que je fais comme mon trouble de santé mentale, ça s'appelle le EMDR,
OK. C'est des psychologues qui font ça, puis je me rappelle plus des mots, là, mais ils passent des doigts devant les yeux, puis moi, j'ai fait ça, puis ça a fonctionné bien. Puis, c'est une démarche qui peut être difficile, mais qui fonctionne bien, puis la première chose, les premières rencontres, c'est ça qu'on fait, s'établir une place en sécurité dans notre imaginaire. On doit se retrouver là, être capable, ils appellent ça la bouée, donc d'être capable d'aller chercher notre bouée. Il y a beaucoup d'analogies avec l'eau et les bateaux, Ouais. là, mais... Oui, c'est ça. On est à Rimouski en plus. On est à Rimouski, ça le fait, là. Mais c'est ça, fait que d'aller chercher notre cale de bateau, notre bouée, pour se ramener. Donc, d'aller dans la cale de bateau me permettait d'avoir accès à cette place sécuritaire-là, donc ma bouée. Oui. Que je n'étais pas capable de trouver quand j'étais sur le pont. Je la voyais pas. Oui. Puis là, ben c'est ça. Fait que c'est ça. J'avais accès à ça. Puis, dans mon trouble de santé mentale, ça passe par le corps. Un autre des déclencheurs de rétablissement, c'est un livre que j'ai lu de Bessel van der Kolk, qui Le corps n'oublie. Le corps n'oublie rien. Oui, le corps n'oublie que rien. justement t'as amené. Oui. Une chance qui était là. Le corps n'oublie rien, c'est que ça explique justement ce que ça fait comme dommage. Puis c'est pas des dommages... tu sais, ça se démontre dans des IRM, là. C'est physiologique, là. Puis il faut composer avec ça. Puis pour le faire, ben, il faut aller à l'intérieur de ça, puis comprendre comment une émotion se vit à l'intérieur. Puis tu sais, je rappelle que moi, j'ai été bloquée pendant énormément d'années. Donc, d'aller à l'intérieur, c'était contre-intuitif, là, vraiment. Ça va faire mal, là. Je ne vais pas là, moi. Donc, d'accepter d'aller là, c'est un travail en soi. Mais la méditation permet ça. Le yoga permet ça. Je crois que toi, tu fais du yoga. Peut-être que je me trompe. Ouais. Oui, c'est ça. Pas du yoga des yeux. Ça, ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je vais regarder ça un peu plus en profondeur. Mais oui, le yoga, mais je pense que le qigong... Oui. Chacun peut trouver un peu sa voie pour se connecter au corps, puis se connecter à l'énergie qui circule à l'intérieur. On peut utiliser toutes sortes de langages pour décrire ça. Puis c'est tellement important. Dans mon parcours aussi, quand on est dans le plus petit pas possible, puis qu'on commence à prioriser notre santé avant tout, physique et mentale, les deux, ça va ensemble. Oui, effectivement. On commence à découvrir ça. Puis moi aussi, la méditation, j'en faisais avant, et heureusement que j'étais déjà équipée de ça pour pouvoir l'approfondir, pas avoir à l'apprendre de zéro, tu sais, au moment où j'en avais le plus besoin. Mais ça a été la clé, en fait, ça a été la méditation, les marches en nature, le yoga, de pouvoir reprendre une pratique de yoga un peu plus complète, là, si on veut. Ça a été un peu plus tard, parce que là, quand j'étais dans mon arrêt de travail, épuisement professionnel, j'avais trop demandé à mon corps. J'avais beaucoup exploité mon corps, en fait, pour travailler plus d'heures, faire plus de sport, bien manger. Tu sais, j'étais comme dans la performance du bien-être, là, avant même de tomber en arrêt de travail. Donc, de retrouver cette connexion-là où je demandais à mon corps de bouger d'une certaine façon, ça a pris plusieurs mois, en fait, avant que je retourne à ça. Sinon, c'était juste du mouvement. Fallait que l'équilibre se refasse. Donc, ça avait toujours été ma tête qui disait à mon corps comment bouger. Okay. Là, c'était à mon corps de dire qu'est-ce qu'on fait, là. C'est ça. On reste couché sur le divan, on va prendre une marche, on danse, on bouge. Ça a été comme, pour moi, ça a été le retour du balancier un peu. Puis maintenant, je me trouve à un endroit où je suis super équilibrée, où ça va bien, où je peux... Justement, le yoga permet aussi de développer cette relation-là. T'sais, moi, c'est juste que je t'ai rendue comme un extrême, là, t'sais. Mais quand on dit explore la posture, laisse le corps te dire comment il a envie de bouger, mais ça permet ça. Oui. Donc, pour moi, ça a été un de mes outils clés, vraiment, pour ce que tu dis de se reconnecter avec le reste tout ce qui est en bas de la tête, là. Le reste du véhicule. C'est ça, oui. Oui. Donc, avec toute la conversation qu'on vient d'avoir, toute ton histoire de résilience, j'aimerais ça que tu nous fasses une récapitulation, un peu un sommaire de tes outils, puis de ce qui a réussi à allumer cette flamme-là d'espoir sur ton parcours. Oui, avec plaisir. Je mentionnais tantôt que j'avais beaucoup de vertige, puis que je vivais comme sur un bateau en haute mer. J'avais la difficulté à me déplacer, puis j'avais beaucoup, ça tournait, puis j'avais beaucoup de nausées. Donc, puis du fait que je suis un bébé prématuré, j'ai jamais appris à faire confiance à mon corps. Je ne lui faisais pas confiance pour rien.
pour aucune tâche, Puis, j'ai aucun exercice. C'était difficile pour moi, les exercices. Ça a toujours été difficile. Mais ça ne m'a jamais empêché de le faire. Mais au départ, quand les physios me disaient que je devais faire des exercices, je faisais les micro-exercices qu'ils me donnaient. Mais ça me demandait énormément. Comme je disais, c'était comme 2 heures pour faire 15 minutes d'exercice. Ça me prenait 2 heures de temps pour faire l'équivalent de 15 minutes d'exercice. Oui, je comprends. Et je me rappelle pas comment c'est arrivé dans ma vie, mais j'ai vu un cours d'éducation somatique qui s'appelle la méthode Feldenkrais, qui est basée sur Moshe Feldenkrais. C'est lui qui a inventé cette méthode-là. C'est de l'anti-gymnastique. Ça se passe au sol. Fait que je faisais les cours en Zoom, que je ne regardais pas, mais que j'écoutais. Les leçons sont dictées. C'est une des particularités de la méthode. Donc, les leçons sont dictées parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. C'est vraiment toi, ta perception et ton corps qui déterminent si tu as bien fait l'exercice ou pas. Et une des premières leçons que j'ai fait avec Feldenkrais Québec, Marie-Lorraine, qui est un excellent professeur, elle nous donnait, il fallait bouger notre main, comme ça, faire de l'oscillation de notre main. Et à répéter cet exercice-là, puis on regardait notre main bouger. Pour moi, ça, c'est un déclencheur de sieste instantané. Mais à force de le faire tranquillement, puis avec Feldenkrais, ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut faire l'exercice, mais par la pensée. Donc, en imaginant, puis nos muscles se contractent parce que tout part de là, hein, la douleur est là, tout est là. Hein. Donc, ça l'a ramené ma capacité d'arrêter des vertiges. Parce que je pouvais faire confiance à mes mains, à mes pieds. Ça m'a rentré dans mon corps, ressenti dans mon corps par l'intérieur, en fait. Ouais. C'est ce que ça m'a permis. Puis tantôt, je parlais de la flamme. Mais tu sais, la flamme, c'est pas magique, là. J'ai pas de lighter, moi, pour allumer ça, ma flamme à l'intérieur. C'est comme les méthodes préhistoriques avec 2 roches. Ouais. Puis là, moi, je frotte les roches, mais le feu, il ne pogne pas nécessairement à la première. Fait que ce Feldenkrais-là a été un coup de roche qui a fait une étincelle. Mais le feu n'a pas pogné tout de suite, là, tu sais. Mais ça a été mon première reconnexion avec l'intérieur de mon corps. Puis, première fois que j'ai pu dire « Ah, je peux y faire confiance. Ça peut être possible. » Ouais. Donc, ça l'a éveillé des possibles. Puis, pour l'écriture, j'ai fait un atelier d'écriture où j'ai pas vraiment écrit, mais c'était sur Jack Kerouac, que j'ai apporté le livre aussi. C'est un écrivain canado-américain qui, sa langue maternelle est le français, mais il n'a jamais appris à l'écrire, donc il écrivait au son. Puis, il faisait de l'écriture automatique, comme. Okay. C'était juste d'une venue, si je peux dire ça comme ça. C'est ça qui m'a dit « Ah, mais moi, je peux écrire. Je peux mettre en mots ce que j'ai vécu, comme lui le fait. » Donc, c'est des éléments mes 2 roches, là, qui font des étincelles. Puis, à force de faire des étincelles, ça ne marche pas au premier coup parce que c'est tellement noir et c'est tellement dans le brouillard, c'est pas capable d'allumer tout de suite. Puis, il faut accepter ça, que c'est pas une chose. Il y a l'acupuncture qui a aidé, il y a les médicaments, le médecin, tout ça. Mais des petites actions qu'on ne les voit pas. Tantôt, tu disais, la culpabilité, puis tout ça, on est dans notre établissement, mais on ne le voit pas. Bien, c'est ça. C'est qu'à chaque fois qu'on fait une action, on frotte les roches ensemble. Puis à un moment donné, le feu prend. Mm-hmm. Puis là, on recommence à avoir de l'espoir, puis se sentir vivant par en dedans. Mais je trouvais important de nommer que c'est pas nécessairement au premier coup d'étincelle que le feu part. Oui. Ça peut arriver, mais ça peut arriver aussi après plusieurs essais de plusieurs choses, parce que des fois, il faut trouver, parce que des fois, on a perdu ce qui nous allume par en dedans. Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais. Donc, ben, merci de nous avoir partagé, en tout cas, les étincelles qui ont fonctionné pour toi. Puis comme tu dis, il faut frotter les roches. Là, même les coups que ça n'a pas marché, entre guillemets, c'était une étape nécessaire pour se rendre
à celle qui finalement va fonctionner. Tu as essayé tellement de choses, puis ça, c'est des outils que tu as choisi de partager avec nous. Tu en as partagé énormément. Tu es super généreuse aussi de ton temps et de ton savoir. Puis, en tout cas, je trouve que si c'est ces outils-là que tu as choisi de nous partager, c'est qu'il y a quelque chose de spécial là pour toi. Puis chaque parcours est différent. Tu sais, chaque entrevue, on a tout le temps des différents outils. Il y en a plusieurs qui reviennent. L'écriture, la méditation, ces choses-là, ça revient souvent. Fait que, tu sais, c'est peut-être des indices ou des signes. Des fois, c'est « Ah, c'est mon signe, ça fait longtemps que je veux essayer la méditation, je l'ai pas encore essayé. Bon, c'est mon signe. Oui. » Donc, peut-être que cette entrevue-ci va être le déclencheur positif de quelqu'un aussi, d'aller essayer l'acupuncture auriculaire. Qui sait? Oui, qui sait le nada? Je le souhaite. Oui. Ben, merci beaucoup, puis merci pour cette métaphore-là. Je vais la garder dans ma poche. Si on me entend utiliser ça, je te donne le crédit. Puis une dernière question pour conclure notre épisode aujourd'hui. C'est la classique. Si tu pouvais parler à Stéphanie d'il y a plusieurs années, Stéphanie dans le noir, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais... Stéphanie, tu as un super pouvoir. Trouve-le. Il est en toi. Puis toi seul le connais. Il y a juste toi qui peux l'activer. Personne autour de toi. Personne peut te donner l'approbation nécessaire. Tu n'as besoin de personne pour activer ton super pouvoir qui est en toi. Puis c'est toi qui connais la clé. Le mien, c'est la résilience. Parce que mon parcours m'a amené à être résiliente à multiples occasions. Puis quand j'utilise la résilience, ça m'aide à avancer par en avant. Chacun et chacune d'entre nous avons un super pouvoir. Et chacun et chacune d'entre nous pouvons l'activer. On a le pouvoir de l'activer, mais c'est par en dedans. Puis, de ne pas avoir peur de la craque, pas avoir peur de craquer. Tu sais, des fois, on dit ça, puis j'ai craqué, puis c'est quelque chose de très négatif. Mais de ne pas avoir peur de craquer parce que c'est comme ça que la lumière entre et c'est comme ça que la santé a de la place pour entrer. Parce que vraisemblablement, s'il y a une craque, c'est qu'il y avait quelque chose qui avait à se passer. Puis, donc, de focusser sur sa santé par n'importe quel moyen. Puis quand on focus, puis qu'on met notre attention sur notre santé, donc de mettre toute notre attention, notre conscience sur notre santé ou sur des choses qui sont, c'est cliché, mais positifs pour nous, sur nos étincelles, sur tous les éléments qui font du bien. Exact. Notre attention est moins sur nos symptômes. Je ne dis pas que ça les enlève, là. C'est pas une baguette magique, cette histoire-là. Là. Mais ça nous permet d'avoir l'attention sur autre chose que sur nos symptômes, toute la stigmatisation qu'on peut entendre, sur notre diagnostic, sur ma vie est finie. Parce que oui, moi aussi, j'ai pensé que ma vie était finie. Là. On m'a dit que je serais en invalidité à vie. Là. J'étais déclassée. Là. C'est une petite vieille, tout, là, c'est fini. Là. Fait de focusser sur la santé, ce qui nous fait du bien, permet de générer de l'espoir. De l'espoir en peu importe c'est quoi, mais de l'espoir en quelque chose, de voir un but. Puis ça, c'est la destination au bout, là. Mm-hmm. Mais il y a un chemin avant de se rendre là, là. Puis, tu sais, tantôt on parlait d'anxiété de performance. Bien, moi, là, je veux me rendre là, puis le plus vite possible, puis en way. Mais ça se peut que j'ai un fleuve à traverser, puis je dois contourner ma route parce qu'il y a un pont, puis c'était pas par là que j'avais prévu de passer, parce qu'à vol d'oiseau, le chemin le plus rapide, c'était ça. Mais là, il faut falloir que je fasse des trucs comme ça pour m'y rendre. Mais je vais m'y rendre. Mais d'accepter que d'ici à ma prochaine destination, ça se peut que ce soit pas gros par rapport, l'effort soit petit par rapport à ce que je suis habituée, mais que l'effort soit nécessaire. Puis d'accepter de le faire, même s'il n'est pas fait parfait. Même si en cours de route, là, il faut que je fasse une sieste pendant mon chemin. C'est correct, bien correct. Petit dodo, puis on se relève, puis on continue. C'est correct. Tout, il est parfait. Ma soeur dirait ça. Tout, il est parfait. Donc, c'est ça. Fait de se permettre. J'en dirais beaucoup des choses à Stéphanie. Hein? Mais tu aurais une bonne conversation avec elle. Mais on jaserait donc. Très riche. Voilà.
Puis c'est une histoire de résilience que tu nous as partagée, mais je pense aussi que c'est une histoire d'espoir, que tout est possible. Tu t'es fait dire que c'était fini, tu t'es fait dire tellement de choses que finalement n'étaient pas vraies sur toi-même, parce que, bon, je sais qu'on n'est pas dans la finalité, mais aujourd'hui, tu dépasses encore une fois toutes les attentes médicales, les attentes fonctionnelles, là, le terme ressources humaines que tu disais. Tu es capable de faire tellement de choses que personne ne t'a dit que tu pouvais faire. Ouais, qui n'étaient plus accessibles, puis que sur le plan médical, on ne trouvait pas d'issue, puis il fallait comme accepter. Oui, j'ai accepté, ça passe par là. Oui. Parce qu'il y a une partie qui passe par l'acceptation. Parce que si tu n'acceptes pas, tu es en combat, tu n'es pas en harmonie avec. Mais un coup ça passé, maintenant on peut être dans l'action. Supérer, passer au-delà de... Fait que merci énormément d'avoir été là aujourd'hui, de m'avoir permis aussi de faire une entrevue en personne. Tu es venue de Québec quand même, tu t'es déplacée pour ça. Merci infiniment. Ça m'a fait immensément plaisir. C'était tellement important pour moi. Merci d'avoir écouté Histoire de Père, une série toute spéciale en partenariat entre Père Aidance Québec et le Light Up Podcast. Si tu as apprécié le contenu, tu veux nous aider à propager ces beaux messages-là en lien avec la santé mentale, laisse une évaluation 5 étoiles avec quelques mots et partage avec tes proches. Ça fait vraiment toute la différence. Prends soin de toi, on se revoit au prochain épisode.